Paradigme, c'est mettre en place ou bâtir une société qui repose sur des valeurs, qui a des principes. Je parle de valeurs, je peux en citer deux ou trois. Si vous voulez, l'honnêteté, en politique, ça compte. La probité morale, en politique, ça n'est pas un vain mot. La responsabilité, malheureusement, dans notre espace politique, elle ne court pas les rues. Les principes, on en a défini quelques-uns. Depuis un moment que le concept de démocratie a commencé à prendre corps ici. Par exemple, la limitation des mandats. Les acteurs politiques, à un moment donné, ont décidé que, à la fois permettre une alternance au pouvoir pour aider la société à se renouveler avec un ascenseur social qui tourne et qui permet à de nouvelles figures, des nouvelles compétences, à une nouvelle élite, à la fois, pas de chasser celle qui précède, mais de s'insérer harmonieusement dans le cours des choses, on a établi par exemple la limitation des mandats. Ce débat ne vous échappe pas qu'aujourd'hui, c'est un pays... Qu'est-ce que l'alternance dont on parle aujourd'hui? Je vais y arriver. Et justement, mais cette alternance, ceux qui les pères de cette... Mais quel est l'impact de l'alternance sur le développement? Vous pensez que pour développer un pays, il faut forcément, absolument aller à l'alternance, changer de temps en temps de tête pour que le pays soit développé? Une démocratie qui fonctionne, une démocratie qui respire, a besoin de renouveler ses élites. Partout où cette expérience a été mise en place, vous comprendrez que ce n'est pas après 30 ans qu'on commence à faire des bonnes choses. Ce qu'on n'a pas pu faire en un mandat, même si on vous en donne 15, 20, 30, vous ne le ferez pas forcément. Mais deuxièmement, c'est que c'est une très bonne chose dans un pays de voir des nouvelles idées émerger. Et l'alternance est l'un des moyens, sinon le meilleur, dans l'état actuel des expériences connues, qui permet le renouvellement des élites, des idées, des approches, des politiques. Alors, on a par exemple connu ces quelques dernières années une expérience qu'on a appelée ici municipalisation accélérée. Vous comprenez bien que ce n'est pas la seule et unique démarche qui puisse permettre de mettre en orbite ou de construire les bases d'une économie demain. D'autres approches existent. Et pour rendre la possibilité à ces approches d'être mises en œuvre, il faut qu'ils accèdent à un moment ou à un autre aux responsabilités. Et seule l'alternance le permet. C'est parce que justement on voulait en finir avec la logique des coups d'État, par exemple, où il était question de prendre des armes, etc., par un jeu démocratique, par une pratique civilisée du débat et de l'activité politique, on peut arriver à renouveler justement ces politiques et ces... Donc ça, si on comprend bien ce que vous dites, puisque au moment où nous parlons, il y a les esprits se chauffent dans le pays à cause de ce problème d'alternance démocratique. Et quel est le point de vue de la conscience libre, votre point de vue par rapport à cette question du changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002? Alors, sur la question du changement ou non de la Constitution, on a été obligé de prendre une position, une posture par rapport à ça, parce que je vous avoue que c'est un débat qui n'est pas très sain. Comment dans un pays on peut définir des règles à un moment donné? Moins de 10 ans, on considère que toutes ces règles-là ne servent plus à rien. Première chose. Deuxième chose, c'est que, étant donné que le problème a été posé, notre position a été claire. Ce serait une absurdité que d'envisager de changer une constitution essentiellement pour maintenir un nombre ou un groupe de gens au pouvoir. Troisièmement, c'est que si vous avez pris connaissance du contenu de ce certain nombre de réflexions que nous avons publiées, nous nous préparons déjà à la perspective d'une alternance. C'est ça qui nous intéresse. Nous considérons à ce jour que la Constitution telle qu'elle est là doit s'appliquer. Elle va s'appliquer à tout le monde. Que l'on soit... Qu'il n'est pas question de la changer, de l'évacuer comme pense une partie... Les mobiles qui militent en faveur d'une modification, d'un changement, me paraissent très minces ou simplement farfelus. Donc on ne peut pas arrêter le fonctionnement de tout un État, de mettre entre parenthèses, ou de jeter au rebut une constitution pour la simple raison qu'il y a une limitation de mandat qui ne plaît plus à certains. Ça ne tient pas la route. Et nous considérons que de toutes les façons, toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour que notre société connaisse une alternance paisible. Voilà, le débat a encore lieu.
le parti au pouvoir hésite. Le parti au pouvoir a du mal d'ailleurs à poser les termes de ce débat, ce qui traduit bien le malaise qui gagne leur rond, puisque les arguments qu'ils avancent aujourd'hui ne peuvent pas se défendre aisément. Voilà, Monsieur Kivu, nous tendons vers la fin de notre entretien. D'aucuns aujourd'hui pensent qu'au Congo, pour le moment, il n'y a pas quelqu'un à qui confier les rênes de l'État. Le président Sassou semble être le seul pour le moment, parce que quand on voit de côté de la majorité, certaines femmes de la cuvette l'ont dit, il n'y a personne à qui faire confiance. De l'opposition, on dit de ces gens-là qu'ils font la politique alimentaire, entre guillemets, la politique pour leurs propres intérêts. Et que dites-vous à propos? Cher monsieur, c'est une blague. J'ai envie d'en rire, mais enfin, écoutez, on ne peut pas imaginer. À ce jour, de mémoire d'homme, je suis allé fouiller d'ailleurs depuis que ce débat a commencé, que cet argument a été mis sur la place. Je suis allé fouiller un peu partout. Il n'est historiquement pas daté. Une référence quelconque où tout un pays a été enterré avec un chef qui aurait disparu à un moment donné, puisqu'il c'était l'unique ou le seul capable d'exercer les hautes fonctions de l'État. Ça n'existe nulle part. C'est par rapport au projet de société. Vous savez, les projets de société ne sont pas les mêmes. vous savez, je vais vous dire, l'Afrique compte 54 pays. Vous avez connu un pays qui est venu chercher un dirigeant dans un autre parce qu'ils en manquent dans leur pays? Vous avez déjà vu un pays qui s'arrête simplement parce que... Est-ce que le problème n'est pas réel aujourd'hui au Congo? Il y a un véritable problème. Non du tout. Je peux... Non du tout. Aucun homme politique aujourd'hui rassure. Non du tout, parce que le système en place, excusez-moi d'en parler de cette manière, parce que je ne suis pas le porte-parole d'un système. Et puis d'ailleurs, on a souvent rendu service à un système lorsqu'on passe du temps à en parler. Ce que je veux dire, c'est que la pratique du pouvoir a fait de telle sorte que dans notre pays, les dirigeants étouffent toute initiative venant d'ailleurs, au point de vouloir faire la démonstration par ce biais-là que personne n'est capable de faire. Des initiatives comme des compétences ont été bâillonnées, ont été étouffées dans ce pays et qui, de toutes les façons, si on les avait laissés éclore, auraient bien pu produire des résultats. Mais qu'à cela ne tienne, je n'ai pas de démonstration à faire pour montrer que dans ce pays, il y a eu un premier président de la République en 1960 qui a quitté le pouvoir en 63. Il y en a eu un deuxième entre 63 et 68. Il y en a eu un troisième entre 68 et 77. Puis un quatrième. Puis un cinquième. Le président actuel a passé la main en 92 pour revenir après dans des conditions c'est regrettable, mais qui revient en 97. Comme quoi, à chaque fois qu'un président est parti, un autre s'est installé. Bien ou mal, parce que nous constatons aujourd'hui que toutes ces expériences n'ont pas permis au Congo de décoller. Mais si c'est pour trouver un président, eh bien, on en trouvera. La seule chose que je veux dire à ce point, parlons d'une élection transparente, libre, et vous allez voir si ce peuple... Est-ce que vous ne pensez pas que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui paraît comme un sauveur? Vous avez parlé de la guerre tout à l'heure, comment il est arrivé au pouvoir. Il arrive, il finit la guerre, restaure la paix. Tchati Mabiala l'a reconnu d'ailleurs, que c'est grâce au président Denis Sassou Nguesso que la paix est revenue au Congo. C'est parce que, qu'est-ce que vous allez dire tout à l'heure. Aujourd'hui, grâce à son projet de société, il a relié aujourd'hui tous les départements par des voies de communication. Quand vous allez à Itumbi, à Evo, on ne cesse de le louer par certaines populations de ces villages. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ceux qui pensent que le président Sassou doit rester ont-ils raison de le dire? Mais non, ils n'ont pas raison. Je peux comprendre qu'il y ait des partisans, des amis, des parents du président qui veulent le voir encore là pendant un certain temps. Ça, on peut le comprendre. Mais dire que voilà, c'est grâce à Monsieur le Président actuel que nous avons la paix. Mais que fait un président s'il ne travaille pas à garantir la paix de ses populations? Que doit faire un président si dès lors qu'il a des ressources, il ne peut pas les consacrer à construire des routes? Mais quelle est la mission d'un exécutif, sinon de répondre aux préoccupations des gens de tous les jours? Donc je ne vois pas d'innovation sur le Congo. Je ne vois pas qu'on ait inventé un personnage d'un type nouveau, qui n'existerait nulle part, parce qu'on aurait connu un moment d'accalmie ou de paix, parce qu'on aurait construit quelques routes ici ou là, parce qu'on aurait réalisé des choses. Ça correspond exactement
à ce que l'on peut attendre d'un président. Mais mieux, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a que essentiellement un son de cloche, surtout dans les médias publics. Je n'en parle pas. Mais si on s'amusait à faire un petit bilan, certains chiffres évoquent jusqu'à plus de 30 000 milliards que le Congo aurait accumulé, géré, etc. Après, il y a la part consacrée à l'investissement. Est-ce que tout ce qu'on a pu obtenir aujourd'hui répond effectivement à ce qu'on aurait pu bien faire? Non, les questions sont bien plus complexes, mais pour l'essentiel, je me félicite de ce qu'on ait pu faire encore quelques routes, qu'on ait construit quelques hôpitaux, il y en a encore en construction, qu'on se projette de construire une nouvelle université dans la périphérie de Brazzaville. Je regrette qu'on n'ait pas pu faire mieux, mais tout ça ne peut pas justifier un pouvoir à vie. Merci bien. Mais après la sortie officielle de la conscience libre, quelles sont les perspectives? Les perspectives, c'est que nous aurions eu un destin ordinaire, classique, normal d'une organisation qui se crée, qui se structure, qui prend ses marques. Et puis bon, c'est vrai que l'agenda du pays, les débats actuels ou la situation politique de notre pays nous oblige tout de suite à nous mettre dans une dynamique sur des questions d'intelligence nationale par rapport auxquelles on ne peut pas se mettre en marge. Mais tout en participant à ce débat, tout en participant à cette dynamique qui vise essentiellement à consolider la démocratie dans notre pays, essentiellement, ça ne vise rien d'autre que ça. En tout cas, nous, toute la démarche que nous mettons en place ne vise pas autre chose que de voir ce pays enfin connaître une vraie démocratie. Et avec ça, nous l'espérons, ouvrir des voies d'un vrai développement aussi. Alors, la conscience libre est-il d'un parti de gauche, comme on dit, l'opposition ou la majorité présidentielle? Alors, vous mélangez beaucoup de choses. Parti de gauche, de droite, on se définit comme un parti social-libéral, mais ça, vous savez, dans notre pays, ce genre de clivage sont très difficiles à mettre en évidence. Parce qu'aller chercher dans cette majorité aujourd'hui au pouvoir, il y en a qui se proclameraient de la social-démocratie, d'autres de droite, d'autres peut-être d'extrême gauche, etc. C'est tout ça aussi qu'il faut, je crois, assainir. Quand on dit veut faire partie de cette génération qui permettrait de clarifier un peu tout ça, ces clivages. C'est vrai que de plus en plus, on assiste à la chute des idéologies. Les États se gèrent de plus en plus au centre, que l'on soit centre-gauche, soit centre-droit, ce qu'on appelle la social-démocratie ou la social-liberté. Mais il est bon quand même que désormais, la politique se fasse sur la base des idées. Et les coalitions qui naissent se déterminent sur cette base. Merci Wilfried Kivu. Nous sommes arrivés à la fin de l'entretien. Nous vous remercions une fois de plus. Merci à nos téléspectateurs. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.